Vous êtes toujours les bienvenus sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire Face aux chrétiens. Nous venons de recevoir Nathalie Kosciusko-Morizet, porte-parole du candidat Nicolas Sarkozy. François Hollande ayant décliné notre invitation, je suis heureux d'accueillir maintenant celui qui sera son porte-parole aujourd'hui sur ce plateau, Benoît Hamon, par ailleurs porte-parole du Parti socialiste. Monsieur Hamon, bonjour. Bonjour. Avec moi pour vous interroger, des journalistes chrétiens dans leur diversité, Bernard Gors pour le quotidien La Croix, bonjour. Clément Soudaille pour Radio Notre-Dame, bonjour. Et Romain Masneau pour le réseau de radio chrétienne RCF. Bonjour. Alors bonjour. Pour cette émission spéciale présidentielle, nous avons également choisi de nouveau quelques thèmes significatifs, il y en a beaucoup naturellement, pour essayer de mieux cerner la politique que François Hollande entend mener s'il est élu, mais aussi quelle vision de la société il porte. Alors commençons par un peu de politique. Une question un petit peu générale. Cette élection présidentielle sera suivie en juin prochain d'élections législatives. Alors François Hollande, s'il est élu, compte-t-il engager des négociations avec toutes les formations de gauche, que ce soit les Verts, mais aussi la gauche radicale, pour parvenir à un accord de gouvernement, Benoît Hamon? Écoutez, avec les Verts, c'est déjà fait. Avec les radicaux de gauche, avec les citoyens de Jean-Pierre Chevènement, c'est déjà fait. Nous sommes déjà engagés dans une campagne commune, en tout cas pour certains, ils soutiennent déjà François Hollande, et puis pour d'autres, les Europe Écologie Les Verts, nous avons un accord sur les élections législatives. Qu'en sera-t-il avec le Front de gauche? Nous le verrons après le 6 mai, mais il est clair que la volonté de François Hollande est de réunir toute la gauche. Nous ne croyons pas, et je ne crois pas, qu'il existe une frontière étanche entre deux gauches qui ne pourraient pas travailler ensemble. Je pense au contraire que l'unité de la gauche, qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on ne rassemble pas au-delà, mais que l'unité de la gauche est indispensable à la réussite de l'expérience politique qui commencera à partir du 6 mai. Et parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Est-ce que nous réussirons à mettre en œuvre nos solutions? Et pour cela, moi je pense que pour réussir, il faut l'unité de la gauche. Ça veut dire un rassemblement qui se prendrait forme dès l'entre-deux tours pour appeler à ce rassemblement autour de François Hollande? On verra les formes qui seront prises, les initiatives, ce que sera la réponse de Jean-Luc Mélenchon, ce que sera la réponse des communistes, ce que sera leur volonté ou pas de s'inscrire dans une logique de gouvernement, c'est-à-dire comment envisage-t-il de contribuer à la réussite d'une expérience de gauche. C'est une chose d'avoir une fonction tribunicienne, c'en est une autre à un moment de décider d'agir sur l'école, le logement, la santé, modifier les conditions de vie concrètes de nos compatriotes. Et donc voilà, en tout cas, François Hollande aura évidemment une position extrêmement ouverte à l'égard de toute la gauche, mais à partir du 22 avril au soir, il s'inscrira, s'il est qualifié pour le second tour, dans une logique de rassemblement des Français, au-delà même, évidemment, du simple périmètre de la gauche. Bernard Gors, La Croix. Oui, alors contrairement à 1981, on n'est plus en septennat, mais en quinquennat. Deuxièmement, la crise est là et fait une très grosse pression sur les gouvernants. Je ne vais pas vous demander le casting du gouvernement, mais simplement quel peut être son style. Est-ce qu'il faut rameuter uniquement les éléphants, les valeurs sûres du PS, ou est-ce qu'au contraire, il faut donner un nouveau souffle, élargir, renouveler les générations? Voilà, encore, je vais pas m'abriter, mais être le porte-parole de François Hollande, qui a lui-même dit qu'il voulait que ce gouvernement soit non seulement paritaire, mais profondément renouvelé, et qu'il puisse aller piocher en quelque sorte dans ce qu'est la diversité aujourd'hui des talents à gauche et dans les générations, celles et ceux qui gouverneront la France. Je pense que c'est une nécessité, c'est indispensable qu'on puisse avoir demain un gouvernement qui représente différentes sensibilités, trajectoires, tempéraments, humeurs, mais aussi, intègre la nécessité d'avoir des générations qui ne sont pas toutes issues des premiers combats de 81, pour faire vite, mais aussi des combats plus récents des années 2000. Voilà. Pour être clair, en 1981, la question que beaucoup de Français se posaient, c'était de savoir s'il y aurait des ministres communistes au gouvernement suivant l'élection de François Mitterrand. Est-ce qu'aujourd'hui, la question, c'est de se poser, est-ce qu'il y aura des ministres issus du parti de gauche dans un gouvernement issu de l'élection de François Hollande? Il y aura peut-être des ministres issus du Front de gauche, mais ça dépendra très largement de la position du Front de gauche lui-même. Et il est devant un choix. Est-ce qu'il participe à une expérience de gouvernement dans laquelle il aura forcément un rôle, une influence, ou est-ce qu'il se situe dans une forme d'opposition, même constructive, mais qui à mon avis ne serait pas bonne, mais d'opposition stricte à ce qui pourrait être un gouvernement de gauche. En tout cas, moi je ne crois pas qu'il y ait de gauche l'une 100% chimiquement pure, qui ne gouverne jamais, et l'autre qui gouverne et qui serait toujours prompte à trahir. Ça n'existe pas. Je sais bien que ça fait partie de la rhétorique de quelques-uns, mais pour moi, cette cloison-là et cette différence n'existe pas. Il n'y a qu'une gauche, et maintenant, la tâche de François Hollande, celle qui s'est fixée, c'est de la rassembler et de l'unifier.
Autre question, Clémence Soudari, Radio Notre-Dame. François Hollande veut défendre l'égalité des carrières professionnelles et des rémunérations entre hommes et femmes. Alors concrètement, comment est-ce qu'il veut mettre ça en place? Alors, d'abord, si on veut la transparence dans les rémunérations dans les entreprises, ne serait-ce que ce travail-là va amener à quelques douloureuses révélations sur le fait que les femmes, aujourd'hui, à des postes de travail équivalents, sont bien moins payées que les hommes. Jusqu'ici, on s'était contenté, notamment avec ce gouvernement, de mettre en place un processus qui était un processus qui fixait l'objectif du rattrapage du salaire des femmes sur le salaire des hommes. Là, nous voulons utiliser un instrument qui est un instrument assez simple. C'est que nous considérons qu'une entreprise qui ne s'inscrit pas dans ce processus ne peut plus être éligible à une quelconque exonération de cotisation patronale. Alors, le principe est simple, transparence, diagnostic sur la réalité des rémunérations, les différences qui existent entre les rémunérations des femmes et les rémunérations des hommes, processus de rattrapage à échéance d'un quinquennat par exemple, donc de 5 ans, et la condition pour pouvoir être éligible aux exonérations de cotisation patronale, c'est d'avoir signé un accord avec, cette fois-ci, pas simplement un accord sur le principe, mais un objectif et une obligation de résultat. C'est exigeant, mais ça permettra aux femmes, je l'espère, d'avoir des rémunérations équivalentes à celles des hommes, en tout cas de se rapprocher dans les 5 années qui viennent. Bernard Gors, La Croix. Oui, sur cette question de salaire, toujours, François Hollande a dit qu'il voulait non seulement donner un coup de pouce au SMIC, mais également changer de façon de calculer en indexant non plus sur l'inflation, mais sur la croissance. Sur l'inflation plus la croissance, c'est-à-dire en disant aujourd'hui c'est indexé sur l'inflation, il y a tant d'inflation, on augmente de temps le SMIC. Là, ce que nous voulons, c'est que chaque fois qu'il y a un point de croissance, il y ait la moitié de ce point de croissance qui soit affecté à l'augmentation du SMIC. Admettons que si lors de l'année 2013, nous faisions 2 points de croissance, si nous faisons 2 points de croissance, il y aura forcément l'inflation plus 1 point d'augmentation du SMIC. L'objectif, c'est qu'on ait une évolution du SMIC qui permette des gains de pouvoir d'achat, ce qui n'a pas été le cas, ce qui a même été exactement le contraire, puisque le SMIC aujourd'hui n'a pas bougé, n'a reçu aucun coup de pouce, et nous avons une vraie perte de revenus disponibles pour les SMICards. Pourquoi ? Parce que il n'a évolué qu'en fonction de l'inflation, mais il y a un certain nombre de postes de dépenses incompressibles pour les Français. Je pense au logement, je pense aux dépenses de santé qui ont considérablement augmenté, et donc réduit ce qui était le revenu disponible, ce qui vous reste ensuite pour vous habiller, pour vivre et pour les smicards. Mais dès 2012, vous parlez de 2013, dès 2012, les choses peuvent changer. Cette réforme interviendra très rapidement. Ça fait partie des priorités de ce gouvernement, que d'abord de rattraper les années durant lesquelles le SMIC n'a pas bougé et ensuite mettre en place ce nouveau mode de calcul. C'est pour ça que François Hollande a insisté sur le fait que dès la première année, il y aurait ce qu'on appelle un coup de pouce, mais ce coup de pouce est une augmentation du SMIC qui correspond au rattrapage des années durant lesquelles le SMIC n'a pas évolué. 50 et quelques euros, je crois. Absolument. Romain Masneau, RCF. Une question sur l'Europe. François Hollande, votre candidat, souhaite revoir le statut de la BCE pour y inclure des objectifs de croissance et d'emploi. Il souhaite des euro-obligations, il souhaite renégocier le traité européen. On sait que sur tous ces sujets, l'Allemagne est sur une position diamétralement opposée. Alors comment comptez-vous convaincre Berlin ? Vous êtes prêt à l'épreuve de force ? C'est extrêmement clair. S'il n'y a pas renégociation, nous ne soumettrons pas à ratification ce traité. Et donc il ne pourra pas entrer en vigueur en Europe, puisque la France ne l'aura pas ratifié. Donc la France va faire cavalier seul avec les Anglais Je pense que d'abord elle ne fera pas cavalier seul et que nous aurons beaucoup d'alliés dans cette renégociation du traité. Pourquoi ? Parce que nous posons nous une exigence assez simple, que le traité ne soit pas fait aux seules conditions de l'économie allemande et des intérêts de l'Allemagne. Ce traité aujourd'hui a été signé dans des conditions qui permettent à l'Allemagne de s'en tirer le mieux. Alors c'est normal que les Allemands défendent les intérêts de l'économie allemande, il est dommage que les intérêts de l'économie française n'aient pas été défendus par ceux qui auraient dû le défendre au moment de la négociation de ce traité. Qui seront les premiers alliés de la France en Europe ? Mais vous les trouverez chez tous les pays qui ont intérêt aujourd'hui à mutualiser les conditions d'accès au marché financier. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des taux qui sont des taux extrêmement prohibitifs. Tous les pays qui aujourd'hui empruntent à des taux sur les marchés financiers parce qu'ils ne peuvent pas emprunter directement auprès de la Banque Centrale Européenne ont besoin de ces euro-obligations comme un moyen de mutualiser l'accès au marché financier, mais surtout de remettre la paix sur les marchés, sur la spéculation et sur la spéculation contre l'euro. Donc on a, nous, une stratégie qui est une stratégie défendue par l'ensemble des sociodémocrates européens, puisque le Parti socialiste européen inclut le SPD allemand, qui pourrait arriver au pouvoir en 2013. Au pouvoir aujourd'hui, donc. Non, mais je pense que l'élection française jouera aussi comme un signal dans toute l'Europe. Si Nicolas Sarkozy est battu très nettement par François Hollande, le signal va bien au-delà de l'Hexagone.
il va, dans tous les pays européens, agir comme un puissant moteur à la reconquête du pouvoir par bon nombre de formations social-démocrates qui attendent ce signal-là. Et pour commencer, en Allemagne, où les élections ont lieu en 2013 et où les sociodémocrates allemands sont, eux, sur des positions très proches de François Hollande, ce qui nous permettra de négocier sur des bases qui sont des bases beaucoup plus solides. Cela étant dit, c'est très simple. Si Mme Merkel ne veut pas venir à la table, si elle ne voulait pas renégocier, je vais vous dire, ça ne se passera pas comme ça. Évidemment que la négociation aura lieu. Mais nous ne soumettrons pas, si nous ne sommes pas d'accord, ce traité à ratification du peuple français, et il sera donc caduc. Clémence Soudaille, Radio Notre-Dame. Sur la question du nucléaire, alors comment et dans quel délai mettre en œuvre l'accord avec les écologistes? Alors l'objectif, c'est de réduire, d'ici 2025, la part d'électricité liée au nucléaire civil, de la réduire de 25%. Elle est aujourd'hui à 75%, de la ramener à 50%. Ce qui suppose qu'on dégage quand même des moyens pour mettre en œuvre une filière industrielle de l'énergie renouvelable et qui soit des moyens puissants. D'où la création d'une banque publique d'investissement qui réunira OSEO, la Caisse des dépôts et des consignations, les moyens du FSI, les fonds régionaux des capital risques, mais qui viendront au soutien des PME innovantes et toutes celles et ceux qui veulent faire émerger une filière industrielle de l'énergie renouvelable dans le domaine de la biomasse, de l'éolien offshore, du photovoltaïque, de la géothermie. Dans tous ces domaines-là, nous concentrerons des investissements et nous créerons les dizaines de milliers d'emplois qui ont été créés en Allemagne, mais qui n'ont jamais été créés, hélas, en France. Donc l'objectif, il est donc de fermer les réacteurs qui arriveront en fin de vie d'ici 2025, ils sont au nombre, je crois, de 24. Et dans le quinquennat, de fermer la centrale qui pose aujourd'hui des questions de sécurité, qui sont des questions de sécurité importantes, qui est celle de Fessenheim. Mais au-delà de Fessenheim, l'objectif est donc d'engager cette transition, et avec aussi une transition énergétique et donc écologique, qui intègre ce que sont les savoir-faire liés au personnel qui travaille dans le nucléaire civil, notamment en construisant une vraie filière de ce qu'on appelle le démantèlement des centrales, c'est un marché qui ne concernera pas que la France, mais qui concernera beaucoup de pays étrangers. Nous avons besoin aujourd'hui de développer ces savoir-faire pour démanteler des centrales. Et le site de Fessenheim sera un site, pas expérimental, mais en quelque sorte un site dans lequel nous construirons les formations et les savoir-faire pour pouvoir être ensuite compétitifs et gagner les marchés à l'exportation. Ça veut dire que l'accord avec les écologistes de l'automne dernier n'aura pas servi à grand-chose par rapport à la perspective que vous redessinez de nouveau, qui est celle qu'on connaît bien de François Hollande? C'est un accord qui intègre tout cela. Et l'accord avec. Pas tout à fait le même non, discours. Mais il y a des nuances. Mais écologiste. pourquoi? Parce que François Hollande et Eva Joly sont l'un candidat du Parti Socialiste, l'autre candidat d'Europe Écologie Les Verts, et n'ont pas exactement le même projet. Mais l'accord que nous avons signé est un accord qui intègre parfaitement ce processus. Avec François Hollande, nous commencerons et nous engagerons la transition énergétique. Nous voulons avoir un mix énergétique, comme on dit, un bouquet d'énergie beaucoup plus varié, c'est-à-dire ne plus être seulement dépendant du nucléaire pour l'électricité et plus seulement dépendant du pétrole pour les transports et la mobilité, et ça passe donc par un effort considérable, d'où la création de la Banque publique d'investissement. Benoît Hamon, nous allons poursuivre cette émission face aux chrétiens, naturellement, mais le temps d'une petite respiration. Nous poursuivons cette émission avec notre invité qui est Benoît Hamon, porte-parole du Parti Socialiste et qui aujourd'hui est le porte-parole du candidat François Hollande. Il est interrogé par Bernard Gors de la Croix, Clémence Soudaille de Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour le réseau de radio chrétienne RCF. Alors dans les questions diverses qui ne manquent pas à poser par rapport au projet de François Hollande, je voulais vous interroger sur le logement. On sait que ça constitue l'une des préoccupations majeures des Français et surtout de ceux qui sont en bas de l'échelle. Et ils sont nombreux. Alors François Hollande est-il favorable, notamment à un point très précis, la réquisition des logements inoccupés? Ce qui est certain, c'est qu'il faudra agir d'une manière ou d'une autre contre la spéculation immobilière, soit sous la forme d'une taxe, ce qui peut être l'instrument le plus utile, mais de telle manière que ceux qui spéculent en achetant des immeubles entiers et les laissent vides pour pouvoir faire une plus-value un peu plus tard, c'est inadmissible. Et on pense notamment dans les zones comme Paris, où il y a des besoins en logement qui sont des besoins en logement considérables et qui amènent à ce que ceux qui ont besoin de se loger quittent progressivement Paris et s'éloignent de plus en plus vers la petite couronne, la moyenne couronne et la grande couronne et ne trouvent pas à se loger dans des conditions qui sont des conditions satisfaisantes, d'abord pour le prix du loyer, mais aussi pour articuler vie professionnelle et vie familiale. Plus vous vivez loin de votre lieu de travail, plus c'est compliqué de vivre, plus les frais augmentent en matière de garde d'enfants, en matière de transport, en matière de fatigue, en matière de pathologies liées à ces fatigues, etc., etc. Donc ce que nous voulons, c'est augmenter, je le dis
précisément le nombre de logements construits, augmenter le parc de logement social et nous diriger vers davantage de mixité sociale. D'accord, mais est-ce que dans certains cas précis, François Hollande serait prêt à une réquisition de logements Ça ne fait inoccupés? pas partie des propositions que nous faisons, mais il est clair que si demain il y avait une spéculation immobilière qui amenait à ce que se développent des concentrations de logements vides trop importants, par la fiscalité notamment, nous n'hésiterons pas à pénaliser ceux qui aujourd'hui privent certains d'un accès au logement. Mais l'importance pour nous, c'est de dire que nous mettrons gratuitement à disposition des collectivités locales les terrains dont dispose l'État pour pouvoir faire du foncier et notamment du logement et avec de la mixité. Ça, nous le ferons. Nous augmenterons dans la loi SRU la part de logement social dans les communes de 20% à 25% et surtout nous multiplierons par 5 les pénalités à l'encontre des communes qui ne respectent pas ces engagements et qui préfèrent finalement payer une amende plutôt que faire du logement social. Aujourd'hui, il faut que cet effort-là soit réalisé par tous, ne serait-ce que pour que la mixité sociale s'organise, que les conditions du vivre ensemble soient possibles et qu'on arrête de vivre dans des banlieues, dans des départements où en fait se succèdent des ghettos les uns à côté des autres, ghettos de riches et ghettos de pauvres. C'est honnêtement pas l'idée que nous nous faisons de la République et je crois que d'une manière ou d'une autre, les Français comprendront qu'il faut se diriger vers davantage de mixité sociale. Clémence Houdaille, Radio Notre-Dame. François Hollande a proposé d'inscrire la loi de 1905 dans la Constitution. Parallèlement, au Sénat, la majorité socialiste a voté une loi qui interdit aux assistants maternels d'avoir des signes religieux à leur domicile. On sent une certaine crispation sur ces questions de Cette religion. dernière loi est une sottise et ne passera pas le cap de l'Assemblée nationale. Voté par des sénateurs socialistes. Oui, mais je pense que ce point-là a échappé à leur vigilance, en tout cas. Mais il est clair que nous ne soutiendrons pas le principe selon lequel, aujourd'hui, une assistante maternelle à domicile ne puisse pas exercer cette profession au motif qu'elle aurait des signes religieux à son domicile. D'abord, je ne pense pas que ça passerait la barrière du Conseil constitutionnel, et c'est une mauvaise interprétation de ce que doit être la laïcité et la mise en œuvre de la laïcité sur le territoire français. Et je pense que c'est un effet collatéral du débat sur l'identité nationale qui a provoqué des crispations en tous sens et des crispations qui n'ont pas lieu d'être. Donc, ça c'est une première chose sur la loi sur ce qu'on appelle les nounous, qui a beaucoup fait réagir et je comprends parce qu'elle me paraissait mal à propos. Et sur l'inscription de la loi 1905, dans la Constitution, ce seront les principes de la loi 1905 qui sont inscrits dans la Constitution, ce qui est un rappel au fait de facto des conditions de séparation de l'Église et de l'État, et notamment du fait que nous voulons nous rappeler ces principes-là comme des principes intangibles. Cela étant dit, là encore, François Hollande a précisé que l'exception concordataire ne serait pas remise en cause. Y compris l'exception de Mayotte, parce qu'il y a aussi le cas de Mayotte qui peut se poser en matière d'exception. Oui, aucune pour l'instant exception ne serait remise en cause. Cela étant dit, ce que nous disons nous, c'est qu'il faut rappeler un certain nombre de principes, que c'est développé depuis 5 ans, d'abord l'idée de la laïcité positive, un débat sur l'identité nationale, un mélange des genres qui a conduit à ce que, de facto, on mélange sphère publique et sphère privée. Nous voulons remettre juste de la clarté sans acrimonie à l'égard de qui que ce soit, mais en séparant bien ce qui relève du fait religieux et privé, de la liberté de culte, de la liberté de conscience et ensuite du fait public. Il n'est pas question que d'une manière ou d'une autre, il puisse y avoir ingérence de l'un sur l'autre. Voilà, c'est juste de la clarté. Il n'y a aucune acrimonie, aucune agressivité dans ce rappel par François Hollande des principes de la laïcité et qui, je crois, conviennent aujourd'hui tant aux églises, aux communautés, aux religions, qu'à celles et ceux qui ne pratiquent pas ou ne croient pas. Autre question, Bernard Gors, La Croix. Oui, un autre domaine sur lequel François Hollande n'est pas toujours très clair, c'est l'immigration. Alors Jean-Luc Mélenchon dit très clairement non, il n'y a pas trop d'immigrés en France. Et deuxièmement, il faudra bien régulariser massivement après les élections. Que propose véritablement le candidat socialiste sur ces questions-là? Est-ce qu'il n'y a ou pas trop d'immigrés? Une régularisation des sans-papiers sur la base de critères. Il n'y aura pas une régularisation, on va dire, aveugle de tous les sans-papiers. Il y aura une régularisation des travailleurs sans-papiers qui travaillent, cotisent depuis longtemps
longtemps, sont inscrits dans la vie de la collectivité, mais à qui il manque une chose, c'est une carte de séjour et un titre de séjour, alors qu'ils sont en clair des femmes et des hommes résidents parfaitement intégrés à la vie française. Ceux-là seront régularisés, leurs familles aussi. Donc nous régulariserons en regardant la situation de chacun des demandeurs. Il n'y aura pas de régularisation aveugle, mais il y aura une volonté. Un seul critère, le travail ? Non, le travail, la famille, l'intégration. Il y aura ces critères-là qui seront définis en lien avec les associations qui connaissent cette réalité-là, ou ces réalités-là et connaissent ces résidents sur notre territoire. Mais nous ne voulons pas, et François Hollande l'a dit, il ne souhaite pas d'une régularisation aveugle qui consisterait à dire quiconque se présente devant une préfecture dans l'intervalle des 2 mois éligibles serait régularisé. Mais pourquoi, pour être plus transparent vis-à-vis des Français, pas dire quels sont ces critères ? 2 ans de présence en France, 5 ans je viens de vous les dire, on les fixera avec les associations. Il y aura évidemment un critère de résidence, il y aura un critère lié au travail, lié au fait que les enfants sont scolarisés. Bref, ce qui est le cas de l'immense majorité des personnes dont on parle, qui pour la plupart travaillent, ont des contrats de travail, sont déclarés, ne sont pas juste des gens qui travaillent au noir, c'est-à-dire on n'aurait ni titre de séjour ni titre de travail. Voilà, nous régulariserons donc ces femmes et ces hommes qui vivent sur notre territoire en paix avec les autres et qui méritent d'avoir un titre de séjour puisqu'ils cotisent par ailleurs pour la sécurité sociale. Romain Mazenot, En RCF. matière d'éducation, François Hollande promet non seulement 60 000 postes supplémentaires, mais aussi une revalorisation des salaires des enseignants. Est-ce que c'est à travail constant ou est-ce que c'est en contrepartie d'une plus grande présence dans l'établissement, comme chez Nicolas Sarkozy ? On ne va pas faire comme Nicolas Sarkozy. Mais je vous le dis pour une raison simple. Travailler plus pour gagner plus dans l'éducation, c'est non, pas... mais c'est pas ça. Je pense que la seule manière, d'ailleurs, dont Nicolas Sarkozy ait parlé d'école, c'est en parlant d'auto-école, d'ailleurs, dans cette campagne, parce qu'il n'en a pas parlé beaucoup, sinon de l'école, et que son bilan dans ce domaine-là, tout le monde s'accordera, y compris ceux qui peuvent encore vouloir voter pour lui cette fois-ci, que sur l'école, il a échoué. Mais il a échoué pourquoi ? Parce que s'il est bien un domaine, et je pense à la maternelle et au primaire, où on ne peut pas se permettre de faire des réductions d'effectifs, c'est bien celui-là. Pourquoi ? Parce que l'investissement que nous n'avons plus fait en matière de professeurs, en matière de RASED, vous savez, ces psychologues scolaires, ces profs qui s'attaquent aux troubles du comportement dès la maternelle et au primaire et essayent de vaincre ces troubles du comportement qui concernent indifféremment un enfant de famille pauvre comme un enfant de famille riche. On peut avoir des troubles du comportement, des troubles de l'apprentissage, des difficultés à apprendre, des verrous chez un enfant qui ont besoin d'être levés, mais ça par un travail spécifique. Et en supprimant ces postes de profs, ces RASED, ce sera un coût pour la collectivité à 15 ou 16 ans avec le décrochage qui sera bien supérieur au salaire de ces profs et de ces psychologues scolaires. Donc nous voulons rétablir les moyens de la maternelle et du primaire d'abord, prioritairement. Et c'est là-dessus que nous ferons porter l'effort en termes d'effectifs. Ce ne seront pas que des profs, ce seront aussi tous ces adultes qui concourent aujourd'hui à la trajectoire éducative d'un enfant. Mais moi, dans mon collège, dans un de mes collèges sur la commune de Trappes, à Yuri Gagarin, quand il y a 15% des enfants en 6e qui ne maîtrisent pas bien le français à l'oral, à l'écrit ou à la lecture, ça montre que c'est bien en primaire et à la maternelle que se joue le fait de saisir les inégalités à la racine. Donc on mettra le paquet. Et sur la rémunération, je ne veux pas esquiver votre question. D'abord, on rétablira la formation, je le redis, c'est-à-dire 2 années, une année en Master 1, une année au-delà du Master 2, en alternance entre l'établissement et l'école du professorat et de l'éducation, pour que dans ce pays, le seul métier qui ne s'apprenne pas soit le métier d'apprendre. C'est quand même invraisemblable que des profs soient mis devant des classes sans jamais qu'on leur ait appris comment apprendre et transmettre. Donc on rétablira cette formation. Effectivement, nous revaloriserons la rémunération de ces professeurs qui, dans le cadre d'une semaine qui sera plus de 4 jours, mais de 5 demi-journées, donc 9 demi-journées, pardon, donc de 4 jours et demi, seront amenés à être beaucoup plus présents dans les établissements, seront mobilisés différemment, mais nous voulons que ce métier-là bénéficie de la rémunération auquel il a droit objectivement. Nous confions aux professeurs ce que nous avons de plus précieux, le soin d'éduquer nos enfants. Et c'est pourtant une des professions que l'on rémunère le moins. Et c'est frappant de voir que dans la société française, ceux à qui on confie ce que nous avons de plus précieux, les assistantes maternelles, les puéricultrices en crèche, les profs, les infirmières, les aides-soignantes, les sages-femmes, ce soient tous des métiers qui s'occupent du soin des autres ou de l'éducation des autres. Alors c'est pas le même boulot d'être prof et sage-femme, j'entends bien, mais ce soit des métiers qui soient si mal payés et si mal rémunérés. Eh bien je pense que
il faut réfléchir aussi à l'idée que nous faisons de la société dans 10, 15 ou 20 ans, et je pense aussi notamment à la prise en charge du vieillissement, qui va être un des grands enjeux. C'est un autre thème. Ouais. Je voulais donner la parole à Bernard Gors de la Croix. Oui, en matière familiale, on connaît les positions de François Hollande sur le mariage homosexuel, mais on ne connaît pas ses positions. Très peu a été dit sur le problème qui est de plus en plus grave des foyers monoparentaux, notamment des mères isolées. Que proposer à tous ces gens qui sont les premiers à subir les conséquences de la crise? Sur les familles monoparentales, il y en a effectivement de plus en plus nombreuses. Il faudra avoir d'abord une politique sociale qui arrête de considérer d'ailleurs qu'aujourd'hui ces familles monoparentales qui peuvent être éligibles à un certain nombre de dispositifs sociaux, qu'on arrête de les montrer du doigt comme des gens volontaires d'être pauvres. La plupart de ces familles-là, et notamment de ces femmes, puisqu'il s'agit souvent de femmes seules, qui ont plusieurs enfants à charge, qui travaillent, qui ont des horaires souvent atypiques, qui sont obligés de commencer à travailler tôt, donc qui ont des problèmes de garde des enfants qui sont considérables, où on voit, pour faire vite, un certain nombre de ces familles que l'on visite, eh bien qu'à partir de telle heure, parce que la maman n'est pas là, ce sont les plus grands qui gardent les plus petits, donc qui n'ont pas le temps pour consacrer à leurs études, à leurs devoirs. Bref, on a là des situations qui sont des situations très lourdes, vis-à-vis desquelles l'augmentation de 25% de l'allocation de rentrée scolaire sera importante, l'encadrement des loyers, notamment la relocation, sera importante, l'encadrement des prix, des charges, notamment des factures énergétiques, sera important. Et pour le coup, quand je reparlais tout à l'heure, grâce à votre question de l'égalité salariale femmes-hommes, la revalorisation du salaire des femmes par rapport au salaire des hommes sera décisive. J'insiste là-dessus, comme j'insiste sur le fait que nous voulons augmenter, grâce à la création d'un service public de la petite enfance, le nombre de places en crèche, et notamment dans les quartiers dans lesquels on a aujourd'hui le plus grand nombre de ces enfants qui ont des besoins de prise en charge dans des modes de garde collectifs. Ce sera une des priorités de ce mandat, qui associe évidemment la responsabilité des municipalités, mais aussi celle de l'État. Nous reviendrons, Benoît Hamon, sûrement à une autre occasion, puisque le temps s'est écoulé. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vous tous qui avez regardé cette émission, vous pouvez la revoir sur les sites respectifs de La Croix, de Radio Notre-Dame, de RCF et naturellement aussi de KTO. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à très bientôt.